Alors Fanny est directrice de l'engagement et de la raison d'être chez Veolia. Et puis Tom, tu m'as dit dis ce que tu veux, donc tu es... Je travaille à la direction du développement économique du Palais de Tokyo, donc le service mécénat et partenariat. Super. Donc merci à tous les deux, je vais m'asseoir pour être au même niveau. Merci à tous les deux d'être là. On va commencer avec toi Fanny et surtout avec Veolia parce que au fond, cette histoire de Nature on Board en France, peut-être la première entreprise à l'avoir fait, eh bien c'est Veolia, puisque Veolia en 2001 inaugurait un dispositif intitulé Plus 1 qui permettait et qui permet toujours de représenter la nature. Est-ce que tu pourrais, avant de rentrer dans le détail des dispositifs, nous dire un peu pourquoi en 2021, alors que personne ne fait ça, vous décidez de lancer ce dispositif? Merci France, bonjour à tous. Alors en fait, nous, la réflexion sur cette question de la nature et de ses droits, alors on fait chez Veolia, je pense que vous connaissez peut-être le groupe qui agit dans les services à l'environnement, on est directement connecté à la nature, puisque quand on produit de l'eau potable, qu'on traite des déchets, qu'on gère de l'énergie, il y a des interactions avec les territoires et avec les milieux naturels. Donc c'est quand même aussi un sujet assez intrinsèque d'une certaine manière. Nous, on a donc un métier qui est lié à l'environnement, qui est un métier de service. On a des 220 000 femmes et hommes à travers tous les continents qui font ce métier-là au cœur des territoires. Et le propos, en fait, c'était de réfléchir au rôle de l'entreprise, à son utilité, et dès 2000, même avant 2019, quand la loi Pacte est apparue, c'est devenu vraiment un cap absolument clair et dans l'ensemble de nos managers. C'est des travaux qui ont été conduits par Antoine Fréau, qui aujourd'hui est président, qui était à l'époque PDG d'entreprise, qui a contribué au rapport de Tassénard, qui a réfléchi, qui a été président de l'Institut d'entreprise. Donc c'est vraiment réfléchir à l'utilité de l'entreprise et cette utilité comme gage de prospérité et pas une prospérité qu'on cherche avant tout. Et donc comment on place la finance, l'économie par rapport à l'impact de l'entreprise. Donc assez vite, avec cette raison d'être, on a nous partagé un texte assez long, il fait 500 mots, c'est assez atypique, mais ça pose aussi le cap, la manière dont on veut l'atteindre et les priorités qu'on se fixe. On a été dans une opérationnalisation de ce sujet, parce qu'on se dit on avait un texte, on avait des indicateurs comme beaucoup d'entreprises sur les sujets liés au RSE, mais il s'agissait de créer une dynamique pour nos 220 000 collaborateurs et des dynamiques d'écoute avec l'ensemble de l'écosystème, nos clients bien sûr, mais nous c'est des collectivités, des industriels, nos collaborateurs, mais d'aller au-delà du dialogue social aussi, nos fournisseurs, c'est à peu près 40% de leur chiffre d'affaires, nos actionnaires, et on a créé une démarche qui s'appelle la performance plurielle pour emmener le manager sur ces enjeux-là. Et donc, c'est comme ça que vous en arrivez à ce dispositif Plus 1, qui est donc un dispositif à l'échelle d'un projet ou d'un territoire d'ailleurs, qui permet de mobiliser différentes parties prenantes, et on va en discuter dans un instant. Parmi ces parties prenantes, il y a donc la planète. J'ai une petite question pour toi, un petit peu poil à gratter. Qui représente la planète en fait dans ces dispositifs? C'est quoi? C'est des assos locales? C'est des experts internationaux? Comment tu les choisis? Alors, je vais répondre à cette question-là. Et nous, le point qui était extrêmement important pour nos managers, qu'il fallait emmener dans cette espèce de transformation pour repenser le rôle de l'entreprise et leurs responsabilités, c'était de se dire dans un contrat, dans un projet, quelle que soit l'échelle locale ou à l'échelle du business unit, mais c'est souvent un pays, on a tout un écosystème de personnes avec lesquelles on agit et il faut prendre leur avis complémentaire. Donc, pour répondre à ta question de manière plus précise, quand on dit la planète, nous, on va être sur les jeunes, déjà, parce que génération future, sur les académiques. Donc pas les poireaux dont je parlais tout à l'heure, c'est les jeunes. Alors, les jeunes qui vont représenter les générations futures, les académiques, les ONG qui vont défendre ces enjeux-là, le monde de la recherche. Donc, quand on a, nous, catégorisé nos parties prenantes, on va avoir tout ce qui relève de la planète, donc ces personnes-là, et tout ce qui va relever de la société, et là on va plutôt avoir nos fournisseurs, on va avoir tous les sujets liés à l'emploi, parce qu'évidemment, nous, dans l'activité qu'on met dans les territoires, on crée de l'emploi, on crée de la sous-traitance, on crée de l'insertion. Donc,
planète, c'est plutôt les sujets environnementaux, société, ça va plutôt être les sujets sociétaux et économiques. Au-delà des enjeux financiers. C'est-à-dire dans tous les contrats qu'on va mener, dans les projets qu'on va mener, dans la manière de piloter une activité économique à l'échelle d'un pays, on essaie de dézoomer du corporate au local, parce qu'on joue toujours là-dessus. Il faut penser ces interactions et comprendre où on va aller chercher des partenaires avec lesquels on va travailler, mais s'inscrire dans des logiques d'écoute, de priorisation d'enjeux et idéalement de coopération. Et nous, ça passe vraiment par la formation du manager, parce qu'il ne suffit pas que ça soit pensé au niveau corporate, il faut que ça soit décliné au sein de différentes unités pour que les managers qui vont agir sur le terrain aient compris l'intention et l'active. Oui, parce que ce qu'il faut bien que notre public comprenne, c'est que c'est d'abord un dispositif de terrain chez Veolia. C'est pas au niveau du board forcément, ça pourrait l'être demain, mais à ce stade, c'est vraiment sur le terrain, coopérer avec la partie prenante planète. Alors, c'est multi-étages parce qu'on va de l'international, au national, au local. Nos contrats sont toujours locaux, sauf exception. Et la prise en compte des intérêts de la planète, ce n'était pas exactement la question sur plus simple, mais on a évidemment, comme nous le trouvons, un conseil d'administration. Et dans ce conseil d'administration, on a fait entrer l'année dernière, parce qu'un an et demi, Julia Martin-Lefebvre, qui est l'ancienne directrice de l'Union internationale de conservation de la nature. Donc on voit bien qu'elle va avoir une sensibilité et surtout une expertise qui va être écoutée sur ces enjeux-là. Donc en fait, oui, il faut articuler le pilotage de la gouvernance du conseil d'administration, du comité exécutif. Et alors, peut-être que je n'ai pas dit là non plus, et c'est pas dans le pur dialogue plus sain, mais dans la démarche pour la raison d'être qu'on articule avec la performance plurielle, on a au niveau de notre comité exécutif qui a plutôt des responsabilités par géographie. On a désigné les champions du climat, les champions de la biodiversité, les champions de l'économie circulaire, et ce qui du coup donne une responsabilité au-delà géographique thématique, et du coup engage la responsabilité de ce manager pour emmener l'ensemble aussi des équipes. Donc voilà, on encercle un peu le sujet pour qu'on le renforce et qu'il n'y ait pas de maillon faible, que ça puisse s'articuler de l'international au local. Alors Fanny, on reviendra dans quelques minutes aux belles initiatives de Veolia, mais on va quand même donner la parole à Tom. Donc merci d'être présent. Alors j'avais préparé toute une liste de questions, mais je vois que toi tu as préparé un petit texte. Donc je sais, tu veux que je liste les questions et toi tu lis ton texte ou on fait semblant? Ouais, ok. Alors peut-être que je peux commencer par juste présenter notre projet et ensuite question. Donc voilà, donc vous êtes ici au plus grand centre d'art d'Europe, le Palais de Tokyo, qui présente au rythme de 3 saisons annuelles des expositions temporaires d'art contemporain. Et qui repose sur un modèle économique qui comprend 60% de ressources propres et 40% de subventions publiques. Alors la prise en compte de la nature arrive au Palais de Tokyo par le biais du comité de gouvernance d'un nouveau programme de mécénat. Donc je travaille au mécénat et au partenariat au Palais de Tokyo, qui s'appelle Palais de Tokyo Régénération. Ce programme a été pensé pour garantir les ressources de la création artistique aux générations futures. D'une part, il soutiendra des expositions au Palais de Tokyo, une nouvelle ligne de programmation dédiée aux imaginaires du futur pour apporter des ressources intellectuelles et créatives. Et d'autre part, il développera des ressources qui vont contribuer à la résilience et à la pérennité de notre activité via une politique d'investissement. Donc on va constituer aussi des ressources financières pour la création artistique du futur. Ce projet trouve son point de départ dans notre réflexion sur comment le Palais de Tokyo, donc grand centre d'art contemporain, sans collection, avec une mission de service public, peut et doit s'adapter pour répondre à l'urgence climatique. Mais la réponse qu'on se donne, c'est de se dire qu'en même temps de faire preuve de sobriété, de réduire notre consommation de ressources, nous devons aussi être un lieu qui apporte des ressources pour pouvoir faire face à cette crise dans une logique de ce qu'on appelle la permaculture institutionnelle. Sylvain Brezard est d'ailleurs là, puisque c'est le fondateur du concept de perma-entreprise.
absolument. Alors, donc, je crois qu'on peut dire qu'au cœur de cette crise du climat et de la biodiversité, on a aussi, alors le mot est peut-être fort, mais une crise des imaginaires. On a besoin aujourd'hui de pouvoir voir d'autres possibilités, de pouvoir penser d'autres manières de faire dans la société. Et je pense que c'est précisément ce que peut nous apporter le travail des artistes, c'est-à-dire une capacité d'invention, de réinvention et la possibilité de voir autrement les choses. Et du coup, alors, j'ai besoin de comprendre quelque chose. Du coup, c'est quoi la nature pour vous? Parce que vous allez lancer un dispositif qui va permettre de donner voix à la nature. Et qu'est-ce que c'est? Comment vous définissez la nature? Qui la représente? Alors, peut-être déjà pour dire, donc on est sur ce programme Régénération qui a pour objectif d'apporter, comme je l'ai dit, à la fois des ressources créatives pour investir les imaginaires du futur, mais aussi des ressources financières avec ce modèle d'investissement. Donc la nature arrive par la gouvernance de ce programme, donc le comité d'orientation stratégique que nous sommes en train de constituer, qui va choisir la politique d'investissement, qui va faire le choix des programmes artistiques qui sont soutenus, et qui regroupe à la fois des représentants du Palais de Tokyo, des experts sur les liens entre écologie, art et jeunesse, et deux représentants des générations futures, qui aura la tâche de veiller à ce que ces choix d'investissement et de programmation permettent d'apporter des choses pour la façon dont on assure la création, les conditions de la création artistique de demain. Et donc nous avons fait appel à la Earth Law Center pour représenter la génération future, et également les lycéens, qui est la plus grande association lycéenne en France, pour représenter la jeune génération aujourd'hui. Alors pour répondre à ta question, donc, nous avons dans le cadre de cette représentation une définition élargie et non anthropocentrique de ce que c'est les générations futures. C'est-à-dire que nous prenons acte du fait de l'interdépendance de la culture et de la nature, mais aussi on prend en compte les intérêts de ceux qui ne sont pas encore nés. Donc on a cette vision élargie de ce que c'est les générations futures, et parce que aussi il n'y a pas de culture sans nature. La nature dépend aussi inversement sur notre capacité à développer une culture humaine qui soit en harmonie avec elle. Donc on a cette interdépendance des deux, et c'est ce qu'on essaie de faire avec les Tokyo Régénération. Okay. C'est intéressant parce qu'on voit des similarités finalement entre vos deux initiatives, puisque déjà il y a un angle nature qui est pris sous l'angle plutôt des générations futures, hein, c'est ce que tu disais aussi Fanny tout à l'heure. Et puis une diversité de parties prenantes, c'est-à-dire pas uniquement les générations futures, mais aussi bien société civile, des experts, des ONG, des académiques. Donc c'est assez inspirant de voir qu'avec quelques années de décalage, finalement, on en arrive à un consensus sur cette façon de penser les parties prenantes. Tu disais, si j'avais le temps, j'aurais quand même envie de... Est-ce que les générations futures, c'est pas un petit peu anthropocentrique quand même, parce que c'est quand même des générations futures d'humains? Je pense qu'on a nécessairement une certaine anthropocentrisme quand on parle de l'art, parce que l'art est une pratique humaine, donc on vient de ce point de vue, mais on connaît bien cette phrase utilisée par des militants, « There's no art on a dead planet », et c'est vrai, et on a besoin aujourd'hui, pour pouvoir continuer à créer et d'inventer, à ce que l'art aussi puisse nous apporter des imaginaires nouveaux pour le futur. Ok. Merci Tom, je vais revenir un petit peu au cas de Veolia. Donc on a bien compris que dans ce projet de fondation du Palais de Tokyo, la nature et d'autres, enfin, les générations futures et d'autres parties prenantes vont avoir un certain pouvoir sur le fléchage des investissements. Moi c'est quelque chose que j'aimerais te demander, Fanny, c'est ces parties prenantes qui sont mobilisées chez Veolia, donc dans ce dispositif plus 1, elles parlent de quoi? C'est quoi
leur pouvoir ou que vous leur accordez, ou c'est quoi les sujets que vous mettez sur la table? Merci France. C'est une question importante parce que nous, cette question du dialogue avec les parties prenantes, au-delà de la loi PAC dont je vous ai parlé en 2019, elle a été activée par un comité de Critical Friends qu'on a créé en 2013, donc ça date un peu plus de 10 ans, qui était là pour interagir avec notre comité exécutif et, comme le nom l'indique, avoir un vrai regard amical, constructif, polémique, graphiquement en tout cas, mais d'aller challenger la cohérence de notre stratégie. Et ça, c'est un dialogue qui est plutôt en chapanamous, en français, et qui quand même vraiment marque et a pu réorienter certaines politiques. Tout le propos, et pour aussi répondre à ta question, c'était de se dire, ok, mais nous on fait une activité par zone géographique, localement, il faut élargir un peu leur surface d'écoute et ne pas laisser juste au comité exécutif cette interaction-là qui est capitale. Et donc le dispositif Poussin, il est là pour, au niveau de nos zones géographiques, au niveau d'un projet, au niveau d'un contrat, aller mettre en place cette interaction. Et là, on fait en plus avec 5 catégories de parties prenantes, c'est pas forcément le cas des Critical Friends. Ces parties prenantes, elles interagissent en leur nom propre, c'est pas non forcément le cas des Critical Friends. Et on essaye, on a une démarche, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est en 3 temps, c'est de prendre le temps de la rencontre, le temps de créer la relation. Et ces 3 temps qui sont des demi-journées à chaque fois, donc c'est quand même du temps que parfois on donne. C'est un temps d'écoute pour faire connaissance. Ensuite, quand on a posé les bases de qui est qui, c'est un deuxième temps, et c'est souvent 2-3 mois après, de priorisation, de dire quels vont être compris. Il y a des milliers de sujets, quelles vont être priorités communes, on n'a pas à être d'accord, il y a des profils très différents, mais ce qu'il faut, c'est réussir à agir ensemble. Et ensuite, c'est des temps de coopération. Et pour répondre à ta question, on fait l'outil s'appelle avec magie, enfin, pour personne adulte, ça va être de le mettre au bon endroit. On ne peut pas faire ça sur tous nos contrats, sur tous nos projets, mais je peux vous donner 2 exemples. On a par exemple, une fois qu'on a testé notre méthode et qu'on l'a validée, proposé dans un contrat, qui est un contrat en France, qui s'appelle Arianéo, qui est dans la ville de Nice, c'est le quartier d'Ariane pour ceux qui connaîtraient, qui est un quartier sensible. Le sujet, c'est un incinérateur, donc c'est une manière, la ville a décidé de traiter ses déchets de cette manière-là. Les déchets ne s'envolent pas, il faut quand même les traiter. Et donc cette usine, qui devait être réhabilitée, se trouve à 100 mètres des principales habitations. Donc, on va bien un ancrage local et on n'est pas tous ravis d'avoir ce type d'installation à côté. Donc il s'agissait d'avoir une performance économique de ce contrat pour que les déchets soient très bien, mais aussi d'avoir une intégration dans le quartier. On a créé un plus 5, on a nommé un haut conseil environnemental et sociétal. On a réuni les élus en charge des déchets du quartier, aussi les investisseurs, c'est la Banque des territoires en l'occurrence, nos collaborateurs qui gèrent le site et des représentants du quartier sur les sujets d'insertion et d'environnement qui sont là pour venir nous demander des infos. Et du coup, il y a un débat qui s'installe sur les 5 noms. Le sujet, c'est vraiment de créer du lien. Je pense que c'était beaucoup dit par Dorothée tout à l'heure. Créer la relation, créer du lien, montrer la difficulté de ces enjeux-là, parce que voilà, on peut pas être d'accord, mais il faut des solutions pour la vie de tous les jours, et notamment traiter les déchets. Et du coup, ça crée une vraie transparence dans le dialogue. L'étape d'après, en termes d'innovation de gouvernance, c'est on ouvre un tiers-lieu. Alors, on n'a pas avoir le temps, mais on travaille beaucoup sur la question du tiers-lieu, parce que nous, nos clients ne sont pas les citoyens, mais l'ancrage se fait par les citoyens. Et en l'occurrence, on a créé un tiers-lieu sur ce site pour l'ouvrir au quartier, ce n'est pas notre métier à la base, mais qui aussi est un gage de transparence pour proposer des parcours de visite et aussi travailler sur les sujets qui sont importants pour le quartier, à savoir l'insertion. On va avoir un forum de l'emploi, voilà. Et on est du coup sur un contrat qui s'intègre vraiment dans son territoire et qui répond à. C'est un exemple, on a d'autres qui sont à d'autres échelles. Donc tout dépend, il faut la bonne problématique pour avoir la bonne réponse. C'est intéressant, ça veut dire que c'est une problématique très concrète. Un incinérateur, ce n'est pas forcément la chose à laquelle on va penser en premier en se disant on va parler avec la nature, mais en fait voilà, c'est du concret et c'est super intéressant. Comme il nous reste environ 1 minute, j'aimerais, je ne peux pas te la poser Tom, parce que c'est un projet pour le Palais de Tokyo, et du coup j'aimerais que Fanny, tu nous dises, tu devais retenir une seule, allez 2 maximum, effet positif ou impact de ce dispositif plus 1, c'est quoi? Ça permet quoi concrètement? Alors, ça permet de réancrer les sujets dans leur écosystème, dans leur environnement. C'est vraiment une question de sens, une question de cohésion. Je pense que
on réarticule, on remet du lien. Je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit par Dorothée tout à l'heure. L'histoire, c'est de ne pas être hors sol, et donc ça dépend de quoi on parle, mais, et de reconnecter. De ne pas être hors sol et reconnecter. Eh bien, il va falloir ouvrir les questions, s'il y en a. Vous n'avez pas de micro par là. On aurait évidemment envie d'en savoir plus sur tout un tas de choses. J'imagine que les questions sont nombreuses. Oui, tout à fait. Et je vais commencer avec une question pour Fanny. Concernant les déchets, donc j'ai reçu une question. La gestion des déchets n'est pas la réduction des déchets, donc en produire moins. Comment cette réalité est-elle prise en compte chez Veolia qui profite de la production des déchets? Oui, alors ça c'est une très très bonne question parce que nous on est sur un modèle d'affaires et j'ai oublié de dire que, en tout cas nous on est un acteur économique, donc dans l'économie il y a quand même des contraintes économiques et il s'agit de toujours remettre les contraintes environnementales, ne pas opposer économie et écologie parce que voilà, il y a quand même un cadre dans lequel il faut emmener cette transformation et c'est pas simple. Donc tout le sujet c'est Veolia, mais c'est pas uniquement valable sur la question des déchets, c'est exactement valable sur la question de l'eau. On a un modèle d'affaires qui jusqu'à présent était rémunéré sur le volume, on traite de l'eau, on traite des déchets. Donc il faut, dans ce modèle d'affaires, qu'il y ait des clients collectivités ou industrie, parce qu'on a un cadre qui va être différent. C'est plutôt de la haute couture quand on est sur des industriels, c'est plutôt le classique quand on est sur les collectivités, mais c'est dans un cadre d'appel d'offres publiques, donc tout ça est assez réglementé. C'est d'avoir une réponse qui va prendre en compte la gestion des infrastructures. Donc quand on réduit les volumes, et on est sur des logiques dans l'eau ou sur les déchets, de gestion de la tarification avec une tarification incitative qui va permettre de favoriser la limitation des déchets et malgré tout la rémunération de ce service, puisque quand on travaille pour les collectivités, c'est la délégation de service public, il faut qu'il y ait un avantage à confier à un opérateur privé ce service. Donc voilà, c'est jouer sur les tarifications en grande partie des avenants au contrat pour qu'on ne soit plus dans cette logique volumique. Et donc repenser aussi les infrastructures, parce que toutes ces gestions, c'est extrêmement coûteux. Hein. Les réseaux d'eau, je n'en parle même pas. Et ça va être des choix des industriels ou des collectivités de repenser. Donc on est vraiment dans cette logique de transformation et de repenser aussi... Et ça, cette tarification incitative pour réduire les déchets, c'est la planète, la partie prenante planète qui a débarqué un jour en disant changer votre mode de tarification. Après, j'ai envie de dire, dans les parties prenantes, ce qui est intéressant parce que nous, on a mis 5 catégories de parties prenantes, un planète, société, actionnaire, collaborateur, client, bien sûr. On a aussi des performances, je vais essayer de répondre à ta question, mais je ne vais pas aller tout droit. Des performances plurielles, on a la performance environnementale, la performance financière. En fait, on voit que la performance financière, évidemment, elle intéresse nos actionnaires, mais elle va intéresser nos collaborateurs. Il faut que l'entreprise soit solide pour qu'elle puisse payer des salaires. Et on a aujourd'hui 10% de nos collaborateurs qui sont des actionnaires. Tout est dans tout, et c'est un tout indissociable. Donc, oui, évidemment, on va avoir la partie prenante planète qui va défendre ses enjeux, mais nos clients aussi, parce qu'en fait, on est tous gagnants. Et aussi, c'est ça l'intérêt de ce changement culturel qu'on prône, c'est de se dire, cassons les silos, voyons un peu plus large en 360 degrés, pensons écosystème, et on va voir que l'intérêt est commun, d'où la coopération. Voilà. On a encore le temps pour une question, peut-être pour Tom, je ne sais pas s'il y en a. J'ai une deuxième question, mais encore une fois à destination de Veolia. Désolée. Donc en parlant de changement culturel, justement, j'ai une question concernant les effets du contexte actuel sur le recul de l'engagement environnemental. Donc, quels sont les effets de ce contexte chez Veolia? Et est-ce que vous en attendez d'autres dans les mois qui viennent? C'est une bonne question. Alors, elle est essentielle parce que l'idée, c'est de ne pas opposer et de réunir, mais de ne pas faire de ce sujet un sujet trop. Alors, même s'il faut être politique, et je peux être très d'accord avec Pascal Demurger, c'est de ne pas en faire un sujet trop polémique. Enfin, c'est trouver les voies de passage. Et en tout cas, quand on parle d'environnement, il est plus intéressant, je pense, de parler de santé. Parce que l'environnement, voilà, là, on va tous être d'accord. Donc, à partir du moment où on soit tous d'accord, je pense qu'il n'y a pas de sujet. Mais ce qui va être difficile, c'est d'aller convaincre ceux qui ne sont pas du tout convaincus, qui n'ont absolument pas envie d'agir et vont vous regarder vraiment dans les yeux en disant que ce n'est pas leur priorité. Or, quand on va parler de santé, de cadre de vie, de protection, et ben, d'un coup, on est dans quelque chose de plus qui impacte, qui est moins polémique, qui est moins politique.
Et en tout cas, nous, alors, on a la chance, ou pas, mais de travailler sur des sujets, quand on est sur l'eau potable, c'est un produit alimentaire, sur les déchets, on a des impacts sanitaires. De passer par la santé, c'est un sujet moins négociable d'une certaine manière. Donc voilà, il faut trouver les voies de passage, et donc, voilà, c'est ce sujet-là qui va nous permettre, l'eau potable, c'est quand même un produit dont on ne se passera pas, quel que soit l'enjeu environnemental. Et peut-être pour revenir à la culture, je pense, et je parlais de Thierry tout à l'heure, réenchanter, enfin trouver des récits, ça a été dit, ça nous paraît essentiel parce qu'il va falloir donner envie, on peut vite avoir envie de baisser les bras, il va falloir avoir de l'énergie et un peu de motivation et de remettre du sensible dans tout ça, et notamment la culture me semble plus qu'essentielle. Bien, vous venez de faire connaissance, donc vous allez pouvoir collaborer sur ce sujet. Merci à tous les deux. Tom, on te réinvite l'année prochaine pour que tu nous fasses un feedback sur les questions.